Imagine une bibliothèque aux murs recouverts de 400 000 manuscrits. Imagine un califat où l'on parle d'algèbre, de médecine, d'astronomie. Et au cœur de ce monde d'hommes, une femme, autrefois esclave, devenue l'une des plus grandes savantes de son temps. Elle s'appelait Lubna. Et pourtant, presque personne ne connaît son nom aujourd'hui. Pourquoi l'histoire l'a-t-elle effacée ? Voici l'histoire de Lubna de Cordoue, l'esprit libre de l'Andalousie oubliée. Au Xe siècle, Cordoue n'est pas seulement une ville, c'est un phare. Capitale du califat d'Al-Andalus, elle rayonne sur l'Europe entière. Ses ruelles sont bordées de bibliothèques, ses palais résonnent de débats philosophiques. On y enseigne la médecine, l'astronomie, la poésie, les mathématiques, dans un raffinement que même Bagdad envie. Et pourtant, dans cette splendeur, les femmes sont presque invisibles. La société est patriarcale, même dans les élites, très peu ont accès au savoir. La plupart sont confinées à l'espace domestique ou au rôle de concubine. Mais il existe des exceptions, parfois rares et puissantes. Lubna est l'une d'elles. Née esclave au palais du calife Abdelrahman III, elle aurait pu n'être qu'une servante de plus, une ombre parmi d'autres. Mais quelque chose en elle défiait le destin. Très jeune, elle montre un esprit vif, une mémoire exceptionnelle, une facilité déconcertante pour les langues et les sciences. Le calife, impressionné, décide de lui offrir une éducation complète, un privilège extrêmement rare pour une femme et encore plus pour une esclave. Elle apprend à lire, à écrire, à calculer. Mais pas seulement. Lubna plonge dans les traités grecs, persans, indiens. Elle devient experte en mathématiques, en logique, en astronomie. On dit même qu'elle surpassait ses maîtres. Et peu à peu, elle ne se contente plus d'apprendre. Elle enseigne, elle conseille, elle dirige. Elle entre dans l'histoire, mais par une porte que très peu osaient pousser, celle du pouvoir intellectuel. Dans la grande bibliothèque du palais de Cordoue, où des centaines de milliers de manuscrits sont conservés, c'est Lubna qu'on consulte pour cataloguer, classer, traduire. C'est elle qui corrige les textes, qui compare les versions, qui perfectionne les mathématiques venues d'Inde ou d'Alexandrie. Elle n'est plus une servante. Elle est devenue le cerveau du califat. Mais comment cette femme, née sans nom ni liberté, a-t-elle conquis un monde qui n'était pas fait pour elle ? Et pourquoi, malgré tout cela, est-elle disparue des livres d'histoire ? Dans l'immense palais de Madinat al-Zahra, à quelques kilomètres de Cordoue, la lumière du savoir filtre à travers les colonnades de marbre blanc. Au cœur de cette cité royale, la plus vaste bibliothèque d'Europe est en pleine expansion. Le calife Al-Hakam II, fils de Abdelrahman, est un passionné de livres. Il envoie des émissaires jusqu'à Bagdad, Alexandrie, Damas et Constantinople pour acheter les manuscrits les plus précieux du monde. Et qui supervise cette tâche titanesque ? Lubna. Lubna n'est pas qu'une scribe, elle est la mémoire vivante de la bibliothèque. On dit qu'elle connaissait par cœur l'emplacement de chaque volume, le contenu de chaque traité, la main de chaque copiste. C'est elle qui sélectionne, qui compare les versions, qui corrige, qui traduit, qui catalogue. Elle parle l'arabe, le grec, le latin et elle comprend les subtilités mathématiques des savants indiens aussi bien que les énigmes philosophiques des Grecs. Sous sa direction, la bibliothèque atteint près de 400 000 volumes. Un chiffre vertigineux dans une époque où chaque livre est recopié à la main. Elle travaille aux côtés d'autres figures intellectuelles comme le célèbre médecin et diplomate Asdaï ibn Shaprut. Mais même dans ce cercle d'élite, son statut étonne. Lubna n'a ni lignée noble, ni nom de famille, ni fortune. Et pourtant, quand un dignitaire étranger arrive à Cordoue, on le mène souvent vers elle. Parce qu'elle sait, parce qu'elle comprend, parce qu'elle incarne ce que l'Andalouse a de plus rare. Une synthèse entre rigueur scientifique, finesse littéraire et humilité.
Plusieurs sources racontent qu'elle a elle-même écrit des traités de mathématiques avancées, notamment sur l'algèbre et les fractions. Malheureusement, aucun de ces textes ne nous est parvenu. Effacés, soit par le temps, soit par l'histoire, soit par ceux qui ont décidé qu'une femme savante n'était pas digne de postérité. Mais malgré l'absence de manuscrits signés de sa main, son nom survit dans les récits des voyageurs, dans les archives des califes, dans les notes laissées par d'autres érudits. Et ce nom, c'est plus qu'un mot, c'est un rappel. Un rappel que l'excellence peut surgir de l'ombre, qu'une esclave peut devenir la gardienne des plus grands trésors intellectuels d'un empire, et que le savoir, quand il est sincère, efface les chaînes, même si le monde tente de les remettre. Mais qui était Lubna, en dehors des chiffres et des parchemins? Avait-elle une vie personnelle, des rêves, des douleurs? Et surtout, que restait-il de son héritage aujourd'hui? On connaît Lubna par fragments. Un nom, quelques anecdotes, des éloges dans des écrits rares. Mais très peu de détails sur sa vie personnelle. A-t-elle aimé? A-t-elle souffert? Avait-elle une famille? Des amis? Des ennemis? Rien n'est certain. Et c'est précisément ce vide qui parle si fort. Lubna vivait dans un monde où la parole des femmes était une brume, présente mais jamais fixée. Même quand elle faisait l'histoire, les chroniqueurs retenaient leur fonction, jamais leur voix. Elle apparaît dans quelques écrits arabes médiévaux, souvent décrite comme une femme d'une intelligence remarquable, experte en calcul, en lettres, en sciences. Mais au-delà de ces louanges techniques, l'histoire ne s'est pas souciée de la comprendre. On ne sait pas si elle a été affranchie, ni comment sa vie s'est terminée. A-t-elle fini ses jours dans la bibliothèque, fidèle à ses parchemins? Ou bien est-elle disparue, balayée par l'instabilité politique qui allait bientôt emporter le califat? Ce silence est une blessure. Parce que Lubna ne fut pas un simple outil au service d'un souverain éclairé, elle fut le fruit d'un système savant et en même temps sa contradiction. Une femme, esclave, devenue le cœur battant de la plus grande bibliothèque du monde occidental. Et pourtant, elle n'a laissé derrière elle ni tombeau glorieux, ni statue, ni biographie officielle. Seulement des échos, des phrases griffonnées dans des marges, des témoignages indirects, des mentions rapides, presque gênées. Comme si son existence avait été trop brillante. Comme si elle avait dérangé l'ordre établi. Car une femme aussi érudite dans un empire masculin, ça trouble, ça remet en question. Ça force à admettre qu'il y avait d'autres possibles. Peut-être est-ce pour cela qu'on a laissé la poussière recouvrir son nom. Non pas par oubli, mais par choix. Parce qu'elle était l'exception qui révèle la règle. Et l'histoire, souvent, préfère taire ce qui gêne. Mais dans cette disparition, il y a une forme de révolte. Une révolte discrète. Une révolte qui dit « Même si vous m'effacez, je reviendrai par les voix qui se souviennent. » Et c'est pour cela que raconter l'histoire de Lubna aujourd'hui n'est pas un hommage. C'est un acte de réparation. Un acte de justice. Lubna a vécu il y a plus de 1000 ans, mais son oubli est étrangement actuel. Car ce n'est pas un oubli passif, un simple effet du temps. C'est un oubli structuré, organisé, le genre d'oubli qui frappe souvent les femmes qui dérangent l'ordre établi. L'histoire, on le sait, n'est pas qu'un récit du passé, c'est un miroir de ceux qui le racontent. Et très souvent, ceux qui ont tenu la plume étaient des hommes. Des hommes qui ont choisi ce qu'il fallait transmettre et ce qu'il valait mieux taire.
Lubna est une de ces figures qu'on a laissées dans les marges, parce qu'elle incarnait une autre possibilité, celle d'un monde où le savoir n'a pas de genre, où l'intelligence n'a pas besoin de pédigré, où une ancienne esclave peut devenir le guide des savants. Et cette possibilité, aussi lumineuse soit-elle, faisait peur. Car elle dérangeait les normes, elle défiait les hiérarchies, elle montrait que la grandeur ne vient pas toujours du trône, mais parfois de la salle de copie. Aujourd'hui encore, les figures comme Lubna sont rares dans nos manuels scolaires. Dans les livres d'histoire, les scientifiques sont des Newton, des Avicenne, des Einstein. Mais les Lubna, les Wang Zhenyi, les Anandi Joshi, elles brillent dans l'ombre, parfois citées, rarement racontées. Et c'est là que réside le vrai drame. Ce n'est pas seulement elle qu'on a oubliée, c'est la possibilité même qu'elle représentait. Chaque fois qu'on efface une femme comme elle, on envoie un message implicite. Ce genre d'histoire n'a pas de place ici. Mais aujourd'hui, les choses changent. Petit à petit, des voix s'élèvent, des chercheuses, des vidéastes, des historiennes, des artistes qui reprennent les fils perdus et les tissent en récits puissants. Et toi, qui écoutes cette vidéo, tu fais partie de ce mouvement. Parce qu'en te souvenant de Lubna, tu ouvres une brèche dans l'oubli. Tu réactives un héritage silencieux. Tu tends la main à une femme qui n'a jamais eu de tombe, mais qui a laissé derrière elle des traces que le feu n'a pas pu consumer. Lubna n'a pas laissé de mausolée. Elle n'a pas de statue dans les rues de Cordoue. Pas de nom de rue, pas de timbre, pas de jour commémoratif. Et pourtant, elle a légué quelque chose d'immense. Pas une œuvre figée, mais un geste, un sillage. Elle a prouvé qu'on pouvait briser les murs invisibles. Elle a montré que la soif de savoir pouvait être plus forte que les chaînes et que même dans un monde qui ne vous attend pas, il est possible de créer sa place, non pas par la force, mais par la lumière de l'esprit. Aujourd'hui, des femmes comme elle naissent chaque jour, dans des quartiers oubliés, dans des familles qui ne croient pas en elles, dans des systèmes qui les freinent. Certaines deviendront scientifiques, artistes, enseignantes, penseuses. D'autres resteront invisibles, non pas par manque de talent, mais parce que l'histoire, parfois, a encore peur de ce qu'elle représente. Mais à travers l'histoire de Lubna, une chose devient claire. Le savoir est une résistance. Lire, apprendre, comprendre, ce n'est pas un luxe, c'est une forme de liberté. C'est ce que Lubna a conquis, centimètre par centimètre, dans une époque où même son nom aurait pu ne jamais être retenu. Et si aujourd'hui, toi qui écoutes, tu ressens une injustice en découvrant son effacement, c'est que tu portes en toi une part de cette lumière, la lumière qui refuse de laisser l'oubli gagner. Alors raconte son histoire, fais circuler son nom, grave-le dans ta mémoire comme une preuve que l'intelligence ne connaît ni genre, ni rang, ni origine. Et surtout, ne te laisse jamais convaincre que ton savoir ne vaut rien. Ne crois jamais que tu es trop peu pour laisser une trace. Lubna l'a fait, dans le silence, dans l'ombre, avec l'élégance des grands esprits. Et si elle est encore là, 1000 ans plus tard, dans nos voix et dans nos récits, c'est que rien n'est jamais vraiment perdu. Il suffit d'une parole, d'une main tendue, d'un regard attentif pour ressusciter une vie. Pour dire « Tu n'étais pas oublié, tu étais simplement en attente d'être retrouvé. » Et c'est ce que nous venons de faire ensemble. Tu viens d'écouter l'histoire d'une femme que l'histoire avait presque effacée. Et pourtant, tu l'as entendue. Tu connais maintenant son nom, Lubna de Cordoue. Tu sais ce qu'elle a traversé, ce qu'elle a porté, ce qu'elle a laissé. Et tu sais aussi que ce genre d'histoire n'est pas unique. Elles sont des centaines, des milliers, des femmes oubliées, des voix étouffées, des génies sans visage. Certaines ont bâti des royaumes, d'autres ont changé les sciences. Beaucoup ont transmis, sans jamais être nommés. Mais aujourd'hui, leur silence devient parole. À travers toi, tu peux, toi aussi, réparer ce que l'histoire a brisé, en racontant, en questionnant, en refusant que la mémoire soit une vitrine à sens unique. C'est ça, le cœur de Savoir oublier. Offrir une voix à celle qu'on a rendue muette, redonner un nom à celle qu'on a voulu dissoudre dans l'ombre. Et ce n'est pas une simple mission historique, c'est un acte de justice, de présence, de résurrection. Alors, si cette vidéo t'a touché, ne laisse pas cette lumière s'éteindre.